Que je veux faire avec vous. Le premier, la question de l'IVAC, le projet de loi qui est sur la table, qui veut quand même améliorer le programme d'indemnisation des victimes. Le deuxième point, demande d'enquête publique et indépendante, une fois de plus, sur la question des agissements policiers lors du printemps érable. Je reviens sur la question du projet de loi concernant le soutien et les indemnisations aux victimes d'actes criminels. Il y a eu un colloque en fin de semaine. Beaucoup de personnes se sont exprimées, demandent un meilleur soutien aux victimes. Et je pense que le projet de loi du ministre Saint-Arnaud contient des éléments intéressants, va dans le bon sens, mais est insuffisant. Et vraiment, aujourd'hui, je veux plaider en particulier pour toutes ces femmes et aussi ces hommes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Ça s'est souvent passé alors qu'ils étaient très jeunes. Ils demandent beaucoup plus tard une indemnisation qui leur est refusée parce que le délai de prescription actuellement est d'1 an. Le ministre propose 2 ans comme délai de prescription dans son projet de loi. À Québec solidaire, ce que nous disons, c'est que pour toutes les victimes, hommes ou femmes, d'agressions sexuelles, il ne devrait pas y avoir de délai de prescription. Un exemple qui est arrivé un peu par hasard, ce matin, on a porté à ma connaissance une demande qui est arrivée à mon bureau, justement, du conjoint d'une jeune femme victime d'agression sexuelle à partir de l'âge de 9 ans, mais à qui ça a pris énormément de temps pour comprendre ce qui lui arrivait, pour que l'inconcevable se ferait un chemin dans sa tête et dans son cœur. Ce qui fait que tout ça s'est passé il y a de nombreuses années et c'est maintenant, à l'âge adulte, qu'elle pourrait avoir une indemnisation qui lui permettrait, entre autres, d'obtenir des services psychologiques dont elle aurait un urgent besoin. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ça m'a beaucoup touché, cette histoire, mais elle est tellement loin d'être unique. 2 chiffres seulement. En 2011, 65% des victimes qui ont fait une réclamation en vertu de la loi IVAC sont des femmes, étaient des femmes en 2011. Et les victimes d'agressions sexuelles comptaient pour le tiers des demandes. C'est quand même important, le tiers, uniquement pour cette catégorie d'infractions. Et la question du délai de prescription, c'est le motif de rejet le plus souvent invoqué par la Commission sur l'indemnisation. C'est dans 35% des cas, on rejette la demande pour un délai de prescription. Donc, nous demandons vraiment au ministre de faire preuve de compassion. On est certain qu'il en a pour toutes ces victimes d'agressions sexuelles dont on sait très bien, les groupes de femmes l'ont démontré, que ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard qu'elles demandent une indemnisation. Et le délai de 2 ans, de toute façon, est trop court. On demande, à l'instar du rapport Lemieux, qu'il soit porté à 3 ans. La loi sur l'assurance automobile, d'ailleurs, au Québec, a un délai de prescription pour des demandes là, qui vont jusqu'à 3 ans. On va faire une autre proposition d'amendement, c'est de considérer comme une victime, même si, évidemment, il n'est pas tué ou blessé, un enfant mineur qui a subi, qui est victime de traumatisme dans des situations de violence conjugale. Les situations de violence conjugale ont sur les enfants et les futurs adultes des effets dévastateurs. Ce sont des gens qui ont besoin d'aide. On voudrait aussi que soient reconnus comme victimes d'actes criminels et donc possiblement une indemnisation des personnes québécoises, bien sûr, qui auraient été victimes d'actes criminels à l'extérieur du Québec. Il a été porté à notre attention les cas, par exemple, de coopérantes embauchées par des organismes québécois ou canadiens qui font des stages de coopération à l'étranger et qui, dans certains pays, subissent des viols pour lesquels elles ne toucheront aucune indemnisation une fois revenues au Québec. On voudrait aussi inclure dans la loi le harcèlement criminel et les menaces de mort, de même que les crimes liés à la marchandisation du corps humain, dont le proxénétisme et la traite humaine, et finalement qu'il y ait une révision annuelle de la liste des crimes pour lesquels il peut y avoir indemnisation. Alors, nous allons dans la mesure des moyens qui sont les nôtres, participer le plus activement possible à l'étude article par article, donc de la commission parlementaire qui porte sur le projet de loi du ministre de la Justice, et nous allons donc apporter ces amendements.
En deuxième point, et là, ça concerne surtout, principalement, le ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron. Nous lui demandons, ça fait 8 mois qu'on lui demande, mais nous répétons vraiment avec insistance notre demande pour une enquête publique et indépendante sur les agissements des corps policiers lors de ce qu'on a appelé le printemps érable. Vous avez vu, bien sûr, qu'un rapport est sorti hier de la Ligue des droits et libertés et de d'autres organismes. Il y a vraiment dans ce rapport des faits extrêmement troublants, plus que troublants, des allégations assez traumatisantes. C'est comme si toute la problématique qu'on a vécue et qu'on a vue sur vidéo du matricule 728 s'était répétée, en fait, à une large échelle. Et moi, je ne parle pas seulement des arrestations de masse. Ce qui m'a le plus frappé dans les extraits du rapport que j'ai lu, c'est le mépris dont certains, évidemment pas tous, mais dont certains policiers ont fait preuve face à des manifestantes et des manifestants le printemps dernier. Est-ce que c'est une culture répandue, généralisée? C'est ce qu'une enquête publique et indépendante nous permettrait de savoir. Donc, le ministre Bergeron, qui dans l'opposition, quand même, était assez actif sur le front de la défense du droit de manifester, de s'exprimer, moi, j'aimerais ça le voir aussi actif maintenant pour annoncer, donc, le plus rapidement possible, cette enquête publique et indépendante. Merci. Moi, j'aurais une précision sur le délai de prescription. Oui. Essayer de comprendre techniquement comment ça peut fonctionner. Il y a souvent des cas, justement, d'abus sexuels dans l'enfance. La plainte se fait plus tard, des fois même se fait trop tard. Parce que si on parle de victime, il faut bien qu'il y ait un accusé, quelqu'un qui est déclaré coupable. Oui. Fait que, bon, il y a, justement, comment ça fonctionnerait dans des cas comme ça, là? Ce que nous proposons, nous, c'est qu'à partir du moment où il a été évidemment démontré que cette personne-là a été victime d'agression sexuelle, donc ça veut dire qu'il y a un procès, il y a quelque chose qui se passe en justice, bien entendu, qu'il n'y ait pas de délai de prescription pardon, pour une demande d'indemnisation. Parce que sinon, je pense qu'on va échapper la majorité des victimes d'agression sexuelle. Entre le moment où les moments, en fait, souvent c'est à répétition, là où les gestes ont été commis, le moment où la victime, et c'est souvent après de nombreuses années, se décide à porter plainte, il y a ensuite procès. Là, le délai de prescription, là, il est passé. Nous autres, on propose qu'il n'y en ait pas parce que, écoutez, si vous avez suivi juste une minute ou deux la commission, par exemple, Vérité et Réconciliation, ben, on se rend compte que des victimes d'agression sexuelle, dans ce cas-là, des personnes autochtones, révèlent parfois 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard les agressions dont elles ont été victimes. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas souffert. En fait, on a bien vu que c'est une souffrance infinie. Et donc, ce que les Autochtones ont vécu, vivent encore, beaucoup de femmes québécoises le vivent encore maintenant. C'est ça qu'il faut savoir. Et oui, ça prend du temps à une victime avant vraiment d'oser dire « moi, j'ai été victime d'agression sexuelle ». Sur la question justement de la marchandisation du corps humain, juste pour dont le proxénétisme, donc là, la victime serait la prostituée comme telle, oui. Ou le prostitué. Oui. C'est ça. Donc, encore faut-il qu'elle se déclare victime. Évidemment. Ah ben, c'est sûr. C'est comme pour n'importe quelle situation de victime. Vous savez, ce qui me frappe beaucoup quand on parle de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, c'est qu'on se concentre sur les situations de meurtre. Puis je comprends. Et les victimes de ces meurtres ont des proches qui réclament de l'aide. Et évidemment, Québec solidaire comprend, Québec solidaire est d'accord. Malheureusement, on parle beaucoup moins, en fait, on ne parle à peu près pas des très nombreuses victimes d'agressions sexuelles, qu'elles soient commises, ces agressions sexuelles, par qui que ce soit, là. Et pour les personnes concernées, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'on le sait là maintenant, c'est que les séquelles de ce type d'agression sont immenses, absolument immenses, et durent toute une vie. Donc, c'est pour ça qu'à Québec solidaire, on insiste sur cet aspect-là. C'est pas pour dire que
bien sûr, les proches des victimes de meurtre ne devraient pas avoir droit à une indemnité, mais c'est comme si ça, tout le monde, en fait, s'entendait pas mal là-dessus. On insiste sur peut-être un autre aspect des choses. Et puis concernant justement les cas de femmes qui auraient été agressées ou d'hommes là, agressés à l'étranger, est-ce que ça pose pas un problème justement parce que j'imagine que c'est assez rare qu'ils réussissent à avoir condamnation ou avoir un procès? Est-ce qu'il y aurait moyen de reconnaître à une victime le statut de victime, même si, pour un peu faire suite à la question de mon collègue, même s'il n'y a pas eu d'accusation, mettons quelqu'un aussi qui aurait été agressé il y a 30, 40 ans, souvent l'agresseur va être décédé, puis il n'y a aucune façon pénale de prouver que oui, il y avait eu un crime, mais toujours est-il que la victime n'en demeure pas moins une victime. Est-ce qu'il y aurait moyen de compenser? Écoutez, moi je pense que c'est une très bonne suggestion. C'est quelque chose que je vais regarder de très près. Vous avez raison de dire qu'il y a des pays, par exemple, où on envoie des coopérants, des coopérantes, là où le système de justice est plutôt sommaire. Donc, en tout cas, moi j'ai rencontré une personne qui avait été victime de viol dans un pays africain, en fait. Je ne suis pas certaine, je ne me rappelle pas si le système de justice là-bas avait condamné l'agresseur. Ça, je ne m'en rappelle pas du tout. Je sais que l'organisme dont elle dépendait était convaincu que c'était vrai, que c'était la réalité. Mais cette personne n'a pas pu obtenir d'indemnisation du Québec puisque le crime s'était passé ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait avoir exactement comme mesure pour s'assurer que le crime a bien eu lieu, mais sans poser des exigences telles qu'évidemment, elles ne pourront être jamais rencontrées? Je pense que c'est une excellente question. Je n'ai malheureusement pas la réponse, mais je vais la chercher. Sur la question des révélations de la commission Charbonneau d'aujourd'hui. Oui. Il y a la question de, bon, on en a appris pas mal sur le financement illégal. En tout cas, selon ces allégations-là, il y a une large part du financement des partis traditionnels qui se ferait illégalement, d'une part. Il y a aussi le fait que ce financement illégal-là aussi eu lieu durant le référendum de 1995. J'aimerais avoir vos réflexions là-dessus. Je pense que vous ne serez pas étonné de savoir qu'à Québec solidaire, le financement illégal, ça ne fait même pas partie du vocabulaire. On n'est jamais concerné, d'ailleurs, vous avez remarqué, même par des rapports qui parlent des situations depuis 2006. Jamais Québec solidaire n'est accusé de quoi que ce soit. Donc, si les faits qui ont été portés ce matin à l'attention de la commission Charbonneau s'avèrent exacts, je laisse quand même les choses un petit peu au conditionnel. Il est déjà arrivé qu'on voit à la commission Charbonneau des témoins plutôt moins fiables que plus. Mais s'il s'avère que les faits révélés ce matin sont exacts, c'est encore une fois la preuve qu'il faut vraiment, vraiment éradiquer la culture de corruption et de collusion dans la classe politique. Vraiment. Et ça veut dire que des personnes devront se présenter devant la justice. C'est illégal. C'est illégal et c'est immoral. C'est tout. Maintenant, évidemment, il faudra voir si les faits sont avérés. Je vous indique aussi que dans 2 jours, nous allons déposer un projet de loi pour demander que le délai de prescription pour toutes ces situations-là soit le même, dans le fond, que celui sur lequel la commission Charbonneau se penche, c'est-à-dire 15 ans. Sentez-vous l'appui des autres partis là-dessus? C'est ce que nous allons voir. Pour l'instant, vous n'avez pas eu d'écho? Non. Merci. Concernant le rapport sur la répression policière, comment vous, de façon générale, vous qualifieriez le travail le printemps dernier des policiers du SPVM? Parce que selon le rapport ou les auteurs, on a l'impression qu'il y avait comme un système peut-être de répression systématique. Est-ce que selon vous, ce sont des cas isolés sur lesquels il faut se pencher ou le travail dans l'ensemble pose problème? Moi, je me situerais personnellement quelque part entre les deux. Je pense qu'il y a eu trop de situations problématiques pour qu'on parle seulement de quelques cas isolés, mais je ne dirais pas non plus que la totalité des manifestations ont été mal encadrées par la police. J'en ai fait pas mal. Dans beaucoup de cas, ça s'est très bien passé, de part et d'autre, du côté de la police et du côté des manifestants. Et dans d'autres cas, franchement, il y a eu des dérapages policiers. Et voilà pourquoi on a besoin d'une enquête. On a besoin d'une enquête, pas seulement pour sévir à l'égard de policiers ou policières qui seraient allés trop loin dans les gestes posés et dans le mépris. On a besoin d'une enquête
pour répondre à la question que vous posez. Y a-t-il à la Ville de Montréal, y a-t-il aussi à la Sûreté du Québec une culture, malheureusement, qui serait un peu trop généralisée, là, d'impunité, de mépris de tout ce qui s'appelle manifestant? Si oui, ben là, on va travailler à la formation, on va faire de la prévention, on va changer la manière de voir le travail policier. Si ça n'est pas une culture généralisée, ben à ce moment-là, prenons les bons moyens pour que les éléments policiers qui font mal leur travail soient sanctionnés. Et il y a seulement une enquête publique et indépendante qui va nous le dire. Merci à vous.